Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première édition du webinaire Make or Buy sur les projets IoT, organisé par WeTechio et ses partenaires. Je m'appelle Renaud et je suis en compagnie de Pierre et on est ravis de passer cette prochaine heure avec vous. Hop là, on commence. Du coup, on est là tous ensemble pour vous partager en fait cette thématique du sujet Make or Buy. C'est vrai qu'en tant que copilote dans les projets de développement en IoT chez WeTechio, chez nos clients, on a souvent vu en fait cet enjeu qui est assez majeur et qui contribue fortement en fait à la réussite d'un projet. Et du coup, ça nous tenait à cœur de faire un webinaire pour vous partager des best practices, des retours d'expérience, des pièges dans lesquels il faut pas tomber pour éclairer en fait vos choix sur le pilotage de cette stratégie. Et donc pour ça, on souhaiterait rappeler quelques définitions, notamment sur la partie IoT. On aime bien, nous, chez WeTechio, distinguer différents éléments d'un projet IoT. Dans un projet IoT, il y a évidemment la partie hardware qui est souvent liée à l'électronique. Il y a le logiciel embarqué, qui est le logiciel qui va fonctionner sur ce matériel, sur ce hardware. Et puis, il y a évidemment la partie cloud. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le buy? Qu'est-ce qu'on appelle le make? Il est important qu'on puisse préciser un peu ces notions. Pour nous, en fait, le buy, c'est l'idée de venir acheter dans le marché une solution sur étagère, un produit existant qui va concerner un ou plusieurs des éléments qu'on a cités auparavant. A contrario, le make, ça va consister à développer quelque chose sur mesure relatif au hardware, au logiciel embarqué ou au cloud. Par buy ou make, on ne va pas forcément considérer le buy sur l'intégralité du périmètre IoT ou le make sur l'intégralité du périmètre. Il y a des choix, il y a des différenciations à faire, des enjeux qui sont différents sur le hardware, sur le logiciel embarqué et sur le cloud. Et pour cela, en fait, on a autour de la table aujourd'hui la chance d'avoir plusieurs partenaires avec nous pour participer à ce webinaire. On a notamment Actia sur la partie hardware. On a The Qt Company qui va intervenir sur la partie logiciel embarqué et Google Cloud, évidemment, qui va intervenir sur les aspects cloud. Ce que je vous propose de faire en début de séance, c'est un petit tour de table des intervenants. On va commencer par Actia avec Gilles. Gilles, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots et présenter ce que fait Actia? Oui, bonjour, Gilles Choureau, donc je suis business developer chez Actia Automotive, plus particulièrement en charge du marché off-highway, c'est-à-dire le marché des machines agricoles et machines de construction. Donc Actia Automotive est un groupe international et entre autres, nous avons une activité de développement et de production, nous produisons nous-mêmes nos produits, de plateformes électroniques, à savoir des calculateurs, mais aussi des IHM et aussi des plateformes télématiques. Voilà. Merci Gilles. Emmanuel, côté Qt, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter Qt rapidement? Ouais, donc je suis Emmanuel Ponzet, je suis ingénieur avant-vente chez The Qt Company. Je suis basé à Paris et j'accompagne nos The Qt managers sur toutes les questions techniques relatives à Qt. Et Qt, qu'est-ce que c'est? C'est un framework composé donc de librairies et d'outils pour le développement d'applications cross-platform. Donc là, aujourd'hui, on va se partir sur l'embarqué, mais c'est aussi bien mobile et PC. Voilà, est connu depuis 25 ans dans le monde du développement. Merci Emmanuel. Enfin, Erwan, chez Google Cloud, est-ce que tu peux te prêter au même exercice? Erwan arrive dans 1 minute. Il y a eu un petit souci, il a été enlevé de la scène. Désolé. Bonjour à tous, donc Erwan Bourris côté Google Cloud et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je suis spécialisé sur le secteur manufacturing. Merci Erwan. De notre côté, donc Renaud Didier, moi-même, moi je m'occupe du développement commercial sur le site de WeTechio à Lyon, qui est également notre siège, donc développement
dans le logiciel embarqué et cloud, et je suis accompagné de Pierre. Oui, effectivement. Bonjour, Pierre Gall. Donc, moi, je suis directeur technique pour Witikio, et du coup, j'accompagne les clients à la bonne réponse technique à leur solution IoT. Et je couvre, du coup, de par mon expérience de 15 ans chez Witikio, toute la chaîne, des parties très embarquées bas niveau jusqu'au développement cloud. Alors, on va commencer ce petit webinaire par une introduction sur les typologies de projets. Donc, vous êtes venu à ce webinaire parce que vous êtes dans une phase de réflexion, dans le développement d'un projet. Alors, on a essayé de distinguer un peu les typologies, les catégories de projets qui existent. Vous allez être soit dans l'optimisation d'un projet existant, pour ajouter une fonctionnalité, ajouter quelque chose qui va permettre d'optimiser les performances, de réduire les coûts. Vous allez pouvoir être dans un renouvellement de gamme de produits, quelque chose qu'on trouve beaucoup et qui est nécessaire, par exemple, dans les biens de consommation quotidienne. Vous allez avoir besoin de renouveler vos produits pour redorer l'image de marque, apporter des nouvelles fonctionnalités, apporter des nouvelles performances. Ou vous allez pouvoir être dans un projet un peu plus d'innovation ou de transformation digitale au sein de votre société. Vous allez ajouter un nouveau projet. Donc peut-être l'IoT pour vous, c'est quelque chose de tout nouveau. Et donc vous allez avoir besoin, que dans n'importe quelle catégorie que vous soyez, finalement de faire un choix entre comment je peux designer ce produit, est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je vais le faire. Alors, la vraie question, c'est comment vous pouvez transformer la vision que vous en avez en quelque chose de concret et une exécution. Et la clé de tout ça pour démarrer, c'est de bien, on dit scoper votre produit, de bien définir le périmètre de votre produit ou de votre service. D'ailleurs, on va couvrir différemment produits et services. Comment on fait pour bien définir le périmètre d'un produit? Et en fait, nous, on a l'habitude d'utiliser des méthodes qui sont, on dit des méthodes UX ou du design thinking, quelque chose qui va vous permettre de scoper correctement, d'aller comprendre le besoin de vos clients finaux et de définir correctement les fonctionnalités de votre produit et votre roadmap à venir. Là-dessus, vous allez devoir définir deux choses, un budget, combien ça me coûte et combien ça peut me rapporter, et une timeline, c'est-à-dire des jalons, une livraison, un time to market. Dans combien de temps je peux avoir un premier produit sur le marché? Quels vont être les jalons de mise à jour de ce produit? Et ça, finalement, c'est des informations que vous avez besoin de construire pour, je sais pas, votre comité d'exécution, par exemple, avec votre direction générale qui a besoin de savoir des infos avant de lancer le développement d'un produit. Et donc, se lancer dans une approche make ou dans une approche buy, les conséquences vont être un petit peu différentes. Vous allez avoir des coûts qui vont être plutôt en amont, plutôt en aval. Et donc, il va falloir bien étudier ça. Et donc, notre heure, on va la passer ensemble sur cette question du make or buy. Donc, on a voulu faire un webinaire assez interactif, donc entre nous, avec nos partenaires, et puis avec vous également. L'idée, c'est de vous donner en fait une sorte de canevas. Vous allez pouvoir vous auto-évaluer pour savoir si vous avez une tendance plutôt make ou plutôt buy sur vos projets de développement. Et pour ce faire, on a identifié 6 thématiques, 6 critères finalement, que sont le time to market, la culture d'entreprise, les notions d'évolutivité de produits, d'ownership, de risque et de coût, évidemment. Donc, on s'exprimera sur chacune de ces thématiques. On recueillera aussi des témoignages, des anecdotes de nos partenaires. Et à la fin de chacune de ces thématiques, en fait, dans le chat, au niveau sondage, vous allez pouvoir vous évaluer entre est-ce que vous êtes franchement buy, plutôt buy, neutre, plutôt make ou franchement make. Et à la fin, vous aurez comme ça un bilan pour connaître votre tendance. N'hésitez pas surtout à poser des questions aussi. Il y a un petit onglet qui est prévu à cet effet dans la fenêtre de chat à droite. Ce sont des questions auxquelles on tentera de répondre à l'issue de la séance dans le dernier quart d'heure qui nous restera. Et nous commençons tout de suite par la première thématique qui est le time to market, Pierre. Effectivement, alors commençons par définir qu'est-ce que le time to market pour qu'on soit bien aligné. C'est le temps nécessaire pour mettre un produit sur le marché, pour pouvoir lancer ce produit. Il y a une notion extrêmement importante quand on parle de time to market, c'est la notion de MVP. Vous avez probablement tous entendu parler, Minimum Viable Product. On parle aussi de plus en plus de MMR, Minimum Marketable Release, quelque chose que je suis capable de mettre sur le produit. Qu'est-ce qui est important à retenir dans cette notion de MVP? C'est tout ce que nous apprennent les méthodes comme le Lean ou l'Agile. En fait, 80% des valeurs du produit se trouvent finalement dans 20% des fonctionnalités. Donc, il ne faut pas hésiter à aller mettre sur le marché un produit, même si vous n'avez pas encore l'intégralité des fonctionnalités.
disponibles. Alors, pour commencer ce time to market et de parler de ces thématiques, Renaud, tu voulais nous parler un peu plus en détail de Dubaï et des conséquences de... Oui, alors les conséquences d'une approche, donc évidemment, si vous, en tant que porteur de projet, vous allez choisir une solution existante, quelque chose qui est déjà sur le marché, vous allez, c'est forcément en faveur du time to market. Vous allez quelque part économiser toute la phase de développement, le temps de développement du projet. Par contre, déjà, vis-à-vis de votre besoin, il faut qu'il y ait une solution dans le marché qui réponde à vos exigences, ou au moins en partie. Si vous êtes sur un projet très innovant, il y a de fortes chances qu'en fait, il n'y ait pas de solution existante. Il faut aussi voir que dans le marché, il faut que la solution soit disponible et soit aussi mûre pour que vous commenciez avec elle et qu'elle vous accompagne tout au long du projet. Une chose aussi importante, c'est pas parce que vous achetez quelque chose sur étagère qu'il n'y a pas une durée d'intégration à prendre en compte. Durée d'intégration, c'est quoi? Ça veut dire le temps de prise en main de l'outil par vous, par vos équipes, le temps de configuration, de paramétrage de cet outil à votre environnement, à votre processus ou à votre service ou produit sous-jacent. Sur le make, Pierre, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, côté make, il faut être bien conscient de quelque chose. Un développement d'une solution IoT, c'est un développement qui peut être long. Vous avez du hardware, vous avez du soft embarqué, vous avez une solution cloud, vous avez peut-être un développement d'application mobile. Donc, on est sur des cycles de développement qui peuvent être très longs. Gilles d'Actia, tout à l'heure, va nous parler un peu d'exemples justement de durée de mise sur le marché de certains produits. Donc, il faut prendre en compte le fait que si vous souhaitez développer l'intégralité d'un système IoT, le temps de développement peut être assez. Comme je vous l'ai dit en introduction, il est assez clé de penser agilité, donc d'utiliser ces méthodes agiles. Aujourd'hui, ça devient un classique en développement de solutions IoT, et de penser MVP de manière à pouvoir fournir des releases sur le marché le plus vite possible. Et derrière, de mettre en place un système d'amélioration, de déploiement continu qui va vous permettre de faire des mises à jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une clé dans cette fonctionnalité de mise à jour sur le marché, qui va être le système d'update. C'est souvent les premières fonctionnalités qu'on développe dans les solutions IoT. C'est comment je mets à jour mon produit sur le marché. Côté cloud, il y a plein de solutions faciles. Côté embarqué, il existe des solutions. Il faut les prendre en compte. C'est toujours une opération risquée, donc il faut le faire avec beaucoup de réflexion. Enfin, on va aborder tout à l'heure une notion de plateforme qui va vous permettre d'améliorer le time to market de vos projets suivants. Hein, on redéfinira un petit peu plus ensemble ce que ça signifie. Mais quand vous pensez gamme de produits, pensez bloc réutilisable pour améliorer votre time to market. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse peut-être une petite transition. Alors, Gilles, toi, du côté d'Actia, vous proposez à la fois des solutions sur étagère qui permettent d'avoir des time to market très courts, mais également des solutions très custom qui peuvent avoir des time to market beaucoup plus longs. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience là-dessus? Exactement, Pierre. Donc, ce qui est notable, nous, dans notre métier d'électronique, c'est que quand on engage le développement d'un produit, donc on est sur du make, on veut faire un produit spécifique, on est sur des lead times qui peuvent être longs, de l'ordre de 3 ans. On est soumis à des process de développement type automotive avec de nombreuses phases de validation, de qualification, mais aussi de certification. Comme nous produisons nous-mêmes nos produits, on doit aussi développer le process de fabrication, l'industrialisation de ces produits. On arrive sur des lead times qui sont de l'ordre de 3 ans, auxquels il faut rajouter des activités chez nos clients. Donc, par exemple, je prends l'exemple d'un client à nous qui a souhaité développer une plateforme de télématique relativement complexe. Malgré tout, je suis sur des extrêmes. Hein. Le temps de développement était de l'ordre de 3 ans, auquel il a fallu rajouter chez le client ses activités propres à lui, c'est-à-dire le développement de son software, mais aussi ses validations, ses qualifications sur machine, ses certifications. On arrive à un time to market finalement qui est de l'ordre de 4 ans pour un projet de cet ordre-là.
Par contre, un client qui, lui, a choisi de prendre la plateforme de télématique étagère, le TGUR Actia, lui a mis entre la prise de décision et, on va dire, le SOP de sa machine, la mise à disposition des premières machines sur le marché, environ un an, cette année ayant été essentiellement consacrée au développement de son logiciel embarqué. Voilà, donc en conclusion, le make or buy est fortement dimensionnant pour le time to market dans le domaine du hardware. Voilà. Ok, merci beaucoup Gilles pour ça. Et comme tu le dis, effectivement, le buy peut être un excellent raccourci pour réduire son time to market. Emmanuel, toi, du côté de Qt, vous avez une vision autour de l'amélioration de la productivité, et c'est un peu le sens de cette brique que vous proposez, de ce framework Qt. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Alors, tout d'abord, effectivement, déjà, Qt propose un framework totalement complet qui vous permet de développer aussi bien la partie UI que la partie back-end de votre produit. Et donc, ça évite un peu cette approche un peu trop sandwich où on doit intégrer différentes librairies partout. Et si on prend l'exemple d'un constructeur d'électroménager en France, assez commun, qui a besoin d'avoir un produit très riche fonctionnellement et très complet, très innovant, il va avoir ce besoin d'empiler, avoir une approche sandwich qui empile énormément de librairies. Et du coup, c'est un effort d'intégration énorme de faire tout ça. Et on peut faciliter justement en minimisant le nombre d'intégrations avec Qt d'accélérer l'intégration. Et on a aussi un autre point d'un autre client qui fabrique des bateaux, Ulstein, qui a accéléré énormément le développement d'applicatifs. Là, c'est aussi bien sur le framework, parce qu'ils utilisent le framework Qt et le framework bien, mais aussi par l'utilisation des outils. Notre IDE et nos outils TIL Design Studio qui permettent en fait de mettre en relation beaucoup plus étroitement le designer et le développeur, et donc va permettre au designer de créer directement du code et au développeur de le réutiliser. Et en utilisant bien tous nos outils et notre framework, ils ont permis comme ça d'économiser 6 mois de développement par rapport à ce qui avait été prévu au départ. Ok, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Du coup, le principe, ça sera le même pour chaque thématique. Là, je vais demander à l'audience, en fait, de se tourner vers l'onglet sondage pour, quelque part, vous auto-évaluer avec ce prisme de time to market pour savoir si vous êtes plutôt du côté buy ou plutôt du côté make. Ça devrait être prêt normalement. Voilà. Et pendant ce temps, on va enchaîner du coup sur le prochain thème qui est la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, effectivement, c'est assez clé. C'est en général insufflé par la direction de l'entreprise. On dit souvent qu'une entreprise ressemble à ses dirigeants. C'est aussi tout l'historique des méthodes, des savoir-faire, des pratiques. Il y a des entreprises qui naturellement sont beaucoup plus orientées sur le faire soi-même. Il y a des entreprises qui sont naturellement plus orientées sur quelque part la délégation de services ou l'idée d'aller sourcer un maximum de composants pour les assembler en son sein. Et donc cette culture, elle va forcément impacter la façon dont vous allez travailler. Maintenant, il y a quelque chose d'assez notable dans les projets IoT et même, je dirais, la tech d'une manière générale. On sait que les entreprises doivent aussi s'adapter au marché. Elles doivent en fait transformer, elles doivent être en mouvement en permanence si elles ne veulent pas mourir. Et quelque part, les projets IoT et les départements de R&D en interne peuvent insuffler plus facilement ce changement de paradigme pour arriver à ses fins. À cet effet, Pierre, sur l'approche buy, alors c'est là qu'on a distingué deux types de cultures, la culture Playmobil et la culture Lego par opposition. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les impacts de cette culture? Alors effectivement, on appelle ça de la culture Playmobil parce qu'en fait, on va vraiment être là pour assembler finalement des briques, des grosses briques qui vont très rapidement vous permettre d'aller sur le marché. Aussi bien d'un point de vue soft que d'un point de vue hardware d'ailleurs. Quelles vont être les conséquences de cette culture? C'est souvent des structures qui sont bien organisées pour gérer des fournisseurs. Alors, pas des fournisseurs de sous-traitance, mais plutôt des fournisseurs de produits. C'est-à-dire que vous allez avoir un département légal qui va être capable de travailler sur les contrats, vous allez avoir l'habitude
travailler avec les product owners des fabricants de solutions pour orienter les roadmaps. Vous avez des liens avec ces fournisseurs-là pour finalement pouvoir travailler sur la définition de ce produit avec eux. Être dans ce mode de fonctionnement, c'est en comprendre ses limites. C'est-à-dire qu'en fait, ce modèle, il a des limites parce que, évidemment, vous allez devoir faire des compromis parce que vous ne pourrez pas avoir toutes les fonctionnalités que vous souhaitez. Vous allez subir quelque part une roadmap produit et donc vous allez devoir vivre avec ces contraintes-là. Enfin, le dernier point que je voulais mettre en avant sur cet aspect buy Playmobil, c'était la notion de culture technique. Quand vous allez être dans une structure qui va être là pour assembler les briques, vous aurez une culture technique autour de l'IoT qui sera probablement plus faible. Donc ça veut dire beaucoup moins de contrôle. Vous comprendrez moins les enjeux, les complexités, et donc vous allez plus subir finalement ce que votre fournisseur va vous partager. Du coup, à l'autre sens, Renaud, parlons un petit peu de Lego. Oui, parlons de la culture Lego. Donc Lego par rapport au Playmobil, où il y a en fait les jouets qui existent déjà et on commence à inventer ces histoires. Lego, on est beaucoup plus dans la construction, dans le développement, pièce par pièce, de vos solutions, de votre système. Ça nécessite d'avoir déjà en fait des équipes, du savoir-faire, des processus, de la méthode pour pouvoir faire ces développements. Forcément, il y a un gap un peu plus important à franchir. Donc, il faut être capable d'avoir soit ça en interne, soit aussi de s'entourer. Vous pouvez tout à fait faire appel à des partenaires justement pour venir copiloter et co-développer ces projets là où il vous manque des ressources. L'intérêt de ça, donc c'est forcément un peu plus complexe à mettre en œuvre, mais l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir développer une solution sur mesure par rapport à votre besoin, qui est exactement en phase avec vos exigences, en faisant le moins de compromis possible. Une conséquence aussi assez vertueuse et indirecte de cette approche, c'est que une entreprise qui développe de la tech, ça attire les talents. Et donc, ça contribue en ce sens à la transformation de l'entreprise. De ton côté, toi, Erwan, je crois que chez Google Cloud, vous proposez des solutions assez variées pour accompagner les clients dans le déploiement de la solution à différents niveaux d'intégration qui fonctionnent pour du make et aussi pour du buy. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Écoute, c'est vrai que c'est une question qui est assez fréquente chez nos clients et en effet, la culture, elle influence énormément comment on va construire et concevoir en fait la solution que l'on souhaite apporter à des métiers. Et quand on discute avec nos différents clients, ils nous disent souvent mais attendez, j'ai pas une armada de développeurs, j'ai pas une armada de compétences sur la data science. L'IA, je commence à comprendre un petit peu le système, mais j'ai pas non plus des équipes trop étendues. Et donc, la culture Lego, en fait, fait souvent peur au groupe et notamment dans le manufacturing. Et c'est pourquoi, en fait, depuis les dernières années, on rabâche un petit peu sur le même terme, on l'a dit sur le sujet précédent, le terme de plateforme qui, en fait, fait la jonction entre cette culture Playmo et cette culture Lego. Moi, je vous rejoins complètement sur le fait de dire qu'une culture Playmobil, on va payer finalement 100% d'une solution pour en utiliser finalement que quelques dizaines de pourcents de fonctionnalités qui fait réellement la valeur du projet. Et la partie Lego, je suis obligé de la mettre de côté parce que de toute manière, mes équipes, elles sont trop occupées, elles n'ont pas le temps de s'en occuper. Et donc, au final, la plateforme vient en fait apporter cette facilité de construire sa culture de Lego en prenant des briques qui sont déjà développées, tout en gardant la maîtrise de son code et la propriété intellectuelle de sa solution, mais pour aller beaucoup plus vite. Concrètement, si je prends un exemple dans l'environnement ferroviaire, je vais prendre l'exemple de Talgo, qui est un groupe espagnol. Eux, ils avaient besoin, en fait, très simplement d'anticiper les interruptions de service au niveau de leur train par des systèmes d'IoT, de capteurs. Ils sont pas partis en se disant je vais redévelopper l'intégralité de mon MES, de mon ERP, par exemple. Ils se sont dit, je veux juste que ce système de maintenance s'intègre parfaitement avec ce que j'ai, en fait, d'existant dans mon entreprise. Et donc, je vais prendre des briques technologiques qu'on appelle parfois API, qu'on appelle parfois solutions pour visualiser un composant, pour même visualiser un cockpit, pour visualiser une vitesse, pour prendre en charge des analyses de température,
tout cet écosystème d'influence de data qui va en fait finalement donner l'analyse prédictive sur cette maintenance et qui va permettre en fait de rendre plus durable un train à grande vitesse dans le cas de Talgo. Et ils ont pu en fait le mettre sur le marché très rapidement sans avoir une culture tech. Talgo, c'est pas la NASA, ils n'ont pas des ingénieurs à tous les coins de leur entreprise. Et pourtant, ils ont su prendre en main très rapidement cette technologie parce qu'ils n'avaient pas à développer le code, ils n'avaient pas à rentrer en profondeur de l'outil qu'ils utilisent, mais par contre, ils gardent l'intégralité du contrôle de cette solution. Je prends un dernier exemple, LG CNS sur la partie téléviseur. Eux, ils avaient des personnes en sortie de chaîne de production qui regardaient les écrans passer et ils devaient identifier les défauts. Et bien évidemment, ce n'était pas un système assez moderne selon eux. Et donc, ils ont mis en place tout un système d'authentification des défauts, d'identification des défauts en sortie de chaîne de production, en ajoutant justement ces briques-là. Ils ont pu le mettre en place en quelques semaines, quelques mois. Et c'est finalement, ils ont été concentrés sur leur expertise de savoir quel est le défaut de chaque téléviseur. Ils l'ont appris en fait à l'intelligence artificielle qui maintenant leur donne des conseils, des recommandations sur les changements des procédures. Donc en fait, chez nous, chez Google, c'est vrai qu'on a cette volonté de rapprocher la culture Playmobil et la culture Lego en disant on fait du spécifique en ayant une approche presque Playmobil et on enlève toute la complexité de la partie Lego culture. Merci Erwan. Merci Erwan. Et effectivement, cette notion d'accélérateur est quelque chose d'assez clé qu'on va aborder tout au long de notre webinaire. Alors, pareil, vous connaissez, vous avez un nouveau sondage qui est apparu. Positionnez-vous entre le buy et le make par rapport à votre culture d'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez? Dans quel état vous pensez que votre société est? Quelles sont vos habitudes? Et on passe tout de suite à notre nouvelle thématique qui concerne l'évolutivité et la plateformisation. Alors, qu'est-ce qui est clé là-dedans? Il faut bien comprendre qu'avant de vous poser la question de quelle est l'approche que je vais utiliser, il faut comprendre quel est l'avenir, quelles sont les ambitions de votre produit. L'approche va être complètement différente si vous développez un produit simple, unique, de si vous développez une gamme complète de produits. D'accord. Quand vous allez commencer à parler de gamme de produits, il va apparaître cette fameuse notion de platforming, de plateformisation. Et ça devient clair. Alors, on fait une petite minute sur qu'est-ce que la plateformisation. La plateformisation, c'est l'idée de créer des blocs de code, de hardware, qui vont être réutilisables pour pouvoir accélérer le développement solutions similaires ou proches de votre solution initiale. Donc, quand on parle d'une gamme, j'ai un client qui fait des machines à café et aujourd'hui, on les a aidés à développer une plateforme cœur de leur système et ils ont pu aujourd'hui décliner cette plateforme en 11 ou 12 machines différentes qui sont toutes basées sur le même cœur logiciel et le même cœur hardware. Donc là, vous comprenez les économies d'échelle qu'on peut faire, réduire les coûts de développement, réduire les coûts de maintenance et toutes ces choses-là. Un point important, c'est globalement, si vous êtes dans un projet d'innovation, faire du make va être un peu un must-have. Et enfin, la dernier sujet important à aborder, c'est l'aspect méthodologie et manière de travailler qui va devoir s'adapter finalement à vos ambitions. Commençons peut-être par un petit focus sur la partie buy, Renaud. Et les évolutions, alors c'est sûr que si vous achetez une solution sur étagère dans le marché, vous allez, a fortiori, bénéficier d'évolutions tout au long de la vie du projet. Par contre, ces évolutions, en fait, elles dépendent de la roadmap de votre fournisseur. Donc, vous introduisez une dépendance assez forte. Et encore une fois, dans les projets IoT, dans la tech, on sait qu'on a besoin, comme le disait Pierre, de beaucoup d'itérations pour finalement faire converger l'offre que vous êtes en train de développer avec la demande. Vous faites beaucoup d'hypothèses au début, vous vous trompez, donc il faut affiner, il faut faire parfois ce qu'on appelle des pivots dans la gestion du projet et le développement de cette offre. Et être basé sur un produit dont vous n'avez pas la maîtrise, ça va limiter votre capacité à adapter votre offre. Enfin, il y a quelque chose de non négligeable, c'est que s'il y a un produit qui existe sur le marché, il est disponible pour tout le monde, il est notamment disponible pour vos compétiteurs. Donc, il faut avoir ce paramètre en tête, quelque part, rien n'empêchera votre compétiteur d'acheter le même produit. Donc, c'est pas là-dessus que vous allez pouvoir faire une différenciation. Pierre, côté mec,
Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, comme je le disais avant, hein, aujourd'hui, penser plateforme, c'est penser optimisation, et ça va devenir finalement assez clé quand on va développer une gamme de produits et qu'on souhaite faire du MEC. Quels vont être les avantages finalement de tout ça? C'est-à-dire d'un point de vue évolutivité, et c'est évident que si vous maîtrisez l'intégralité de votre solution jusqu'aux plus petites lignes de code, vous allez avoir des possibilités d'évolution, d'adaptation qui vont être extrêmement élevées. Par contre, attention, hein, tout ça a des conséquences. Ça veut dire que ça va être quelque chose qui va être plus complexe à développer. Développer une plateforme, anticiper l'avenir, créer des architectures logicielles qui s'adaptent, c'est complexe. C'est pas des choses qu'on peut inventer si on n'a pas d'expérience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir une équipe adaptée. Et quand je dis une équipe, ça peut être une équipe interne, ça peut être de la sous-traitance. Hein, c'est notre cœur de métier, nous, à Witekio, que d'accompagner nos clients sur ces sujets. Mais il faut penser skills. Et dans les skills, il y en a énormément. Hein. Quand on parle de solutions IoT, il y a énormément de skills à savoir gérer. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, qui dit projet d'innovation, globalement, dit make, parce que c'est un must-have pour pouvoir avoir cette possibilité d'itérer et de faire évoluer son produit. On va, Emmanuel, tu vas nous faire un petit retour d'expérience. Je sais que beaucoup de clients utilisent le framework Qt pour faire des plateformes. Hein. C'est le cas d'ailleurs de notre client qui fait des machines à café. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce sujet? Ouais, en fait, c'est l'importance d'utiliser un framework unique pour développer toute une gamme de produits d'appareils, du low-end où on peut partir par exemple du microcontrôleur jusqu'au high-end de MPU. Et donc, on peut avoir cette forte capitalisation, réutilisation du code par la même équipe de développement pour développer tous les produits de l'entreprise, et ce qui va permettre de capitaliser au maximum. Et du coup, donc, quand on doit par exemple customiser la solution, on prend un grand fabricant de tracteurs allemand qui a besoin de customiser par pays, qui est partout dans le monde, donc qui est aussi bien qu'il y a des équipes en Allemagne, en France, en Pologne. Ils vont bénéficier donc de cette plateforme commune et vont avoir cette facilité à réutiliser, à capitaliser pour les différentes gammes de produits qui vont déployer. Mais c'est aussi, alors c'est dans l'embarqué, mais c'est aussi sur PC. Vous développez un applicatif PC. Beaucoup des solutions du marché vont être compatibles que sous Windows ou sous Mac ou sous Linux. Qt va vous permettre de pouvoir le déployer sur les différentes plateformes disponibles pour les différents desktop, et aussi pour la partie mobile. Vous faites une application compagnon qui va accompagner votre IoT sur votre téléphone par exemple, et ben vous serez en capacité de développer une appli iOS et Android aussi dans ce cadre-là. Merci beaucoup Emmanuel. Effectivement, pensez aux bons outils qui va vous permettre de penser plusieurs plateformes, c'est aussi une des clés de la réussite d'une plateformisation. Côté Google, vous êtes très axé autour des technologies open source, hein, qui est aussi un point assez clé dans cette prise de décision entre make et buy, et qui se retrouve un peu entre les deux mondes. Erwan, est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience là-dessus? Clairement, c'est vrai que l'open source, c'est un peu l'ADN de Google, et je dirais que c'est une de nos grosses forces, pour la simple et bonne raison que quand on entend, et je vais juste moi répéter ce que mes différents interlocuteurs, clients et partenaires nous disent, c'est moi j'ai besoin d'avoir des garanties sur l'évolutivité de ce système. Si je mets en place telle ou telle équipe pendant tant de temps, il faut que derrière en fait je sois capable de tirer l'essence même en fait de bénéfices sur ces systèmes-là. Et souvent, en fait, on est trop focus sur le côté de se dire je vais faire ce cas d'usage avec cette technologie-là, ces partenaires. Et en fait, nous, souvent, on est là aussi pour élargir un petit peu les horizons. Et de façon un petit peu provocante, je dis souvent que quand on met en place une technologie type de data lake pour aller analyser des données en usine, en fait, ce data lake va nous servir également pour aller aider des ressources humaines sur des recrutements spécifiques. Et donc, c'est vraiment cette notion de réutilisation technologique qui est hyper importante, que l'open source nous permet justement de faire. Mais l'open source a ses limites, dans le sens où on est assez craintif sur le fait de dire oui, mais cet outil-là, comment il va s'intégrer dans mon écosystème qui est un petit peu plus monolithique, qui est un petit peu plus legacy, comment je vais être capable de le manager, combien de compétences j'ai besoin d'avoir. Toutes ces questions-là, en fait, on y répond avec le petit mot qu'on ajoute derrière open source, c'est de l'open source manager, où en fait, nous, on va apporter justement ce service en plus sur l'open source, où on vous dit, vous n'avez que à l'utiliser, vous n'avez pas à l'administrer, à l'opérer, etc., qui va demander des coûts trop importants en termes de budget, et puis en termes de compétences et en termes de temps. Mais surtout, l'open source, c'est surtout de se libérer de toute contrainte propriété éditeur,
pour se permettre en fait d'être le seul maître à bord de son évolution applicative, de son évolution fonctionnelle par rapport au métier. Je reviens encore une fois sur le time to market. Quand on contrôle chacune des briques, on a un côté réactif, très réactif par rapport aux demandes des différents métiers. Et c'est vraiment l'essence même de l'open source. Et c'est ce qu'on fait notamment avec une entreprise pas très loin de Lyon qui fait des systèmes de roulement. Et en fait, on leur propose justement ces briques open source full managées par Google. Et derrière, en fait, on vient expliquer que sur ces technologies-là, on peut toucher plein de métiers différents et on est capable de réaliser beaucoup de cas d'usage sur une seule et même technologie qui est certes open source, mais qui est disponible, opérée, administrée par nos soins. Voilà. Donc, c'est quelque chose en fait d'assez prépondérant dans le choix que l'on peut conseiller à nos différents clients. Et on s'assure d'avoir réellement une solution évolutive dans le temps parce qu'on maîtrise et on contrôle. Merci beaucoup, Erwan. Merci, Erwan. Bon, même exercice que précédemment. Par rapport à ce prisme d'évolutivité, de plateformisation, je vous invite à aller dans l'onglet sondage pour pouvoir vous noter. Et on passe à la thématique suivante, qui est la thématique de l'ownership. Alors, qu'est-ce que l'ownership? En fait, l'ownership, c'est assez lié aux notions de propriété intellectuelle. C'est le fait de posséder un asset, qu'il soit autour d'un matériel, de l'électronique, du logiciel. Ça peut être un brevet, ça peut être autour de la data brute, mais aussi la data sur laquelle vous allez faire des calculs. Et quelque part, cette notion d'ownership, elle doit être pilotée en fonction de votre proposition de valeur, en fonction de votre cœur de valeur. En fait, quelque part, il faut que vous ayez de l'ownership sur ce qui est le plus important et le plus différenciant dans le produit ou le service IoT que vous allez développer. On verra que cette notion d'ownership et la notion de risque, elles sont très liées, et du coup, on enchaînera juste après cette thématique avec les risques. Côté buy, mon cher Pierre, quels sont tes retours d'expérience? Alors, la première question à se poser par rapport à cette problématique de ownership quand on fait du buy, c'est est-ce que je suis prêt à être pieds-poings liés avec un fournisseur? Il y a on va dire, c'est une problématique qui peut se soulever quand on va se mettre à acheter une solution. On va devenir dépendant d'un fournisseur. Ça a plein de conséquences. On en verra dans les risques, on en verra dans les coûts. Mais voilà, c'est quelque chose où il faut être préparé à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une clé à retenir, quand vous faites du buy, préparez des plans de réversibilité. C'est quoi la réversibilité? C'est cette capacité à pouvoir sortir une solution. C'est-à-dire récupérer vos datas, récupérer des configurations, récupérer des installations. Bref, il faut être capable de prévoir un plan de sortie quand on est dans une solution buy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent, c'est des questions légales, peut-être avoir les bons skills, être correctement accompagné sur ces aspects-là pour pouvoir être bien en phase avec les plans d'évolution possibles de votre solution. Enfin, quelque chose qui va être assez clé avec le ownership, c'est la valeur. Par exemple, vous faites des solutions de maintenance prédictive, la valeur va être dans les algorithmes et la data qui permettent de générer ces prédictions. Ça veut dire que si vous partagez ces algorithmes ou si vous partagez cette donnée, quelque part, vous partagez aussi votre valeur. Donc, il faut savoir mettre la barrière au bon point et, comme on le disait au début, bien identifier le cœur de valeur qui sera finalement la partie sur laquelle l'achat va devoir se limiter un maximum. Toi, Renaud, côté make, c'est avant tout le plein pouvoir. C'est faire du make sur le périmètre que vous aurez identifié, c'est effectivement avoir les pleins pouvoirs, avoir le contrôle total, la maîtrise en fait de ce que vous développez. Ça contribue à vous rendre aussi un peu plus robuste par rapport aux aléas de ce qui se passe dans le marché. Donc, on introduit ces notions de résilience aussi. Encore une fois, ça doit s'appuyer sur des compétences fortes que vous devez avoir soit en interne, soit en externe
via des partenaires pour co-développer. Et il faut pas oublier aussi qu'en termes d'ownership, vous allez pouvoir pendant l'histoire de développement du projet, créer des assets. Vous allez potentiellement, même si c'est pas une fin en soi, même si c'est pas prévu initialement, et on l'a déjà vu chez des clients à nous, déposer des brevets, parce qu'en fait, pour arriver à vos fins, il vous a fallu créer une invention. Et donc tout ça, ce sont des assets qui vont représenter de la valeur et qui vont créer de la valeur pour votre entreprise. Donc en termes d'ownership, il faut bien avoir ça en tête. Dans le monde du hardware, je crois qu'il y a eu un vrai changement de paradigme. Par exemple, Gilles, côté Actia, tu peux peut-être nous en toucher deux mots sur ces notions d'ownership et ce qui s'est passé sur ces 20 dernières années? Effectivement, Renaud, nous, ce que l'on constate côté hardware, c'est une évolution notable de l'approche du ownership chez nos clients. Par exemple, on va commencer par un exemple. J'ai cet exemple en tête, deux OEM européens qui, au début des années 2000, on était au début de l'électronique embarquée encore, nous ont demandé de développer des plateformes hardware spécifiques pour chacun d'eux et même de développer leur applicatif à l'époque. Il n'y avait pas complètement les compétences chez ces gens-là. Ce que l'on a fait, ces produits ont vécu pendant 10-12 ans, puis est arrivé le moment où il fallait renouveler ces produits. Et là, le choix de ces deux mêmes clients s'est porté sur une plateforme étagère Actia, un produit existant. Et ils avaient fait l'acquisition de leurs compétences en logiciel et ils développaient eux-mêmes leur applicatif. Et du coup, aujourd'hui, ces clients équipent leurs machines avec la même plateforme hardware Actia. Donc, il est intéressant de comprendre, d'essayer de comprendre ce qu'il s'est passé sur ces 20 dernières années. En fait, au début des années 2000, le produit électronique dans une machine était considéré par nos clients comme un composant stratégique et ils souhaitaient en avoir la maîtrise et surtout la propriété. Aujourd'hui, ils ont recentré leurs efforts sur leur cœur de valeur, à savoir que ce n'est pas forcément l'électronique, c'est plutôt le logiciel applicatif qui est embarqué dans cette électronique. Donc, ils ont fait l'acquisition des compétences et aujourd'hui, ils travaillent avec des plateformes étagères, ce type de clients. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de clients qui font des produits spécifiques. J'ai l'exemple d'un OEM important là, du monde agricole, de la machine agricole, qui lui nous a commandé le développement d'une plateforme télématique relativement complexe et il souhaite garder l'ownership, la propriété et la maîtrise de ce produit. Ça lui a permis quoi? Ça lui a permis de couvrir l'ensemble de sa gamme de machines qui était très, très diverse, avec une seule plateforme hardware et de façon optimisée. Ça lui a aussi surtout permis d'intégrer des spécificités et de l'innovation, comme par exemple de l'intelligence artificielle embarquée. Alors, bien sûr, ce client, il produit des forts volumes de machines et c'est ce qui lui permet d'avoir un ROI avec du make aussi. C'est quand même très fortement conditionnant. Voilà. Donc, en conclusion, ce que l'on constate, nous, c'est que oui, on a toujours des clients qui souhaitent avoir l'ownership de leurs produits électroniques et c'est pour ça qu'on est toujours en mesure de développer des produits spécifiques pour des clients. Mais on a de plus en plus de clients, les clients moyens, on va dire, de taille moyenne, qui se sont orientés vers des plateformes étagères et qui ont, comme je disais, recentré leurs efforts et leur ownership sur leur cœur de valeur, à savoir l'applicatif. C'est l'évolution que l'on constate depuis une vingtaine d'années. Merci Gilles, c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir que ces notions d'ownership, en fonction du domaine hardware, logiciel embarqué ou cloud, en fait, n'ont pas du tout les mêmes enjeux. Et d'ailleurs, je pense que globalement, le make ou le buy, il n'a pas du tout les mêmes enjeux si on se positionne sur de l'électronique, sur du soft embarqué ou du cloud. Chez Qt, vous accompagnez pas mal de clients dans plein de domaines différents. Le secteur automobile en particulier, que vous connaissez très bien, est très attentif sur ce sujet. Emmanuel, qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? Alors oui, effectivement, on est en discussion avec un tier 1 automobile qui devait choisir justement sa plateforme embarquée niveau software. Et en fait, il avait une grande sensibilité à avoir la maîtrise des composants, la maîtrise dans l'achat de la solution. Ne pas être, comme vous l'avez dit au départ, attaché à un fournisseur. Et donc, un des éléments clés dans sa réflexion, ça a été l'accessibilité au code source. Ne pas acheter une black box, avoir la possibilité, en fait,
d'être indépendant du fournisseur, de pouvoir réécrire, retravailler, pouvoir fournir, fixer les bugs, etc. Parce qu'une solution complète n'est jamais indépendante de bugs, etc. Donc voilà, être totalement indépendant du fournisseur qui fournit la solution et pouvoir le réutiliser. Et donc, ça peut avoir un gain à terme en termes de coût, de flexibilité. Et aussi, si la société se fait racheter, etc., il a toujours la maîtrise du code source qu'il a et il est totalement indépendant. Alors aussi, avec ce code source ouvert, on parle aussi souvent de solutions open source. Et là, je vais m'adresser à un peu tous les marchés, qui est souvent considéré comme une ressource gratuite que je peux utiliser assez facilement dans tous mes projets. Il faut bien prendre en compte que l'open source est aussi lié à des termes et conditions qui vont vous impacter, qui vont impacter la société aussi bien techniquement, vous n'aurez peut-être pas accès à l'entièreté de la solution, qui vont impacter structurellement, on va dire l'embarquer sur la protection de l'IP, sur toutes ces thématiques qu'on peut retrouver, et aussi au niveau business, parce qu'on va retrouver certains marchés qui vous seront pas accessibles à cause que vous avez développé votre produit en open source. On a de plus en plus de gros clients qui ne veulent pas avoir d'open source dans leur projet car c'est trop impactant en termes de termes et conditions. Donc, c'est toujours très important de bien regarder les termes et les conditions. Il existe plein de licences différentes en licence open source et de les considérer avant d'utiliser, on va dire, un framework logiciel. Et donc, c'est dans cette idée que Qt dispose du coup de ce double modèle de licence, donc commercial, qui va répondre du coup et qui va vous permettre d'avoir un total, on va dire, ownership de votre solution, parce que toutes les modifications que vous allez faire à Qt, toutes les améliorations que vous allez faire, vous allez pouvoir les garder pour vous, vous allez pouvoir continuer à les utiliser sans avoir besoin de les redistribuer. Donc, ce qui n'est vraiment, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans le cas de l'open source. Donc voilà, donc c'est les conseils que j'ai à donner et que je peux dire sur l'ownership aujourd'hui. Merci Emmanuel. On bascule maintenant sur le petit sondage. Donc, comme d'habitude, vous vous retrouvez dans le petit onglet sondage et vous pouvez vous positionner entre les deux sur cette partie ownership. Et on bascule tout de suite sur notre cinquième thématique, qui est la gestion du risque. Alors, la gestion du risque, c'est quoi? Alors déjà, de quoi on parle quand on parle de risque? Le risque dans une solution IoT, il y en a plein. Dans le développement d'un projet, en général, il y en a déjà beaucoup, mais l'IoT rajoute certains risques. On a des risques financiers, de dérive projet, on a des risques techniques, d'infaisabilité, on a des risques de cybersécurité. Ça, c'est quelque chose d'assez clé en IoT. Peut-être si on doit en souligner un maintenant, la cybersécurité, c'est quelque chose d'assez clé. C'est pas quelque chose qu'il faut négliger, c'est quelque chose qui est complexe et pour lequel on a des outils et des méthodes qui nous permettent finalement de le traiter et de le gérer. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que vous allez avoir plusieurs moyens aujourd'hui de gérer ce risque. Et donc, comment on fait pour gérer ce risque? Eh ben, en fait, en fonction de si on est en make ou si on est en buy, vous allez voir ce risque qui se déplace. On peut transformer un risque technique en un risque financier en achetant une solution. On peut transformer un risque de cyber. Voilà. On a cette possibilité d'adapter les risques. Et du coup, on va commencer avec toi, Renaud, sur cette partie un peu buy. Ouais, alors juste pour l'aparté, je crois que notre vidéo ne fonctionne plus. Sur la partie buy, oui, alors sur la partie buy, il y a plusieurs choses intéressantes qu'on souhaitait vous communiquer. Il y a un adage dans la tech et du coup aussi dans l'IoT qui dit fake it until you make it. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, il y a plein de concepteurs de solutions qui vendent la solution alors que elle n'est pas encore prête sur le marché. Alors, c'est très bien quand justement on est le porteur de cette solution. Pas contre, quand c'est un fournisseur et que vous souhaitez avoir cette solution, il faut être vigilant et pas être surpris. Il faut qu'en fait, le produit ou la solution que vous allez acheter, il faut qu'elle remplisse en fait les promesses tout simplement qui vous sont faites. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en fait, votre fournisseur, il a une histoire. Il peut lui arriver plein de choses.
vous pouvez partir avec quelqu'un et malheureusement, au bout de quelques mois, quelques années, cette société, elle fait faillite. Manque de bol. Ou alors, comme c'est arrivé assez récemment avec un de nos clients qui avait choisi en fait un fournisseur d'une brique autour du vocal en embarqué, et son fournisseur s'est fait racheter par une plus grosse structure. Et là, en fait, vous devez avoir des moyens de vous retourner, des plans B. Donc ça, faut bien le prendre en compte. Il y a aussi l'idée que quelque part, quand vous liez à un fournisseur, il y a un contrat et il y a des petites lignes dans le contrat. Et ces petites lignes, ces termes, ces conditions, ils peuvent évoluer avec le temps. On connaît bien ça dans le monde du numérique. Donc, faut être vigilant. Et d'autre part, c'est ce qu'on disait aussi un peu en préambule, cette notion de scalabilité. Vous pouvez partir avec un fournisseur en début de projet, en début de lancement sur le marché, quand vous avez des quantités assez faibles, parce que ça va fonctionner. Mais peut-être que si votre solution, et c'est ce que je vous souhaite, elle va se développer commercialement parlant, peut-être que quand vous aurez 1000, 10 000, 100 000 devices, la solution retenue, que ce soit sur du cloud, de l'électronique ou ce que vous voulez, elle va pas suivre en fait ce passage à l'échelle. Enfin, un dernier point qui est très très important, c'est la notion de vendor locking. C'est-à-dire que il se peut que à un moment donné, sans que vous l'ayez vraiment anticipé, vous vous retrouviez pour des raisons X ou Y pieds et poings liés avec un fournisseur. Et donc ça, c'est vraiment une situation à éviter. Donc, il faut toujours préparer des plans B pour pouvoir changer de fournisseur ou pour pouvoir réinternaliser. Sur le make, Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est un peu comme je vous l'évoquais au début, les risques, il y en a plein. Si on doit faire quelques focus, le risque de complexité technique, il est assez fort. L'IoT, c'est, comme je vous l'évoquais, de multiples stacks technologiques. Et donc, il y a potentiellement des complexités technologiques à dépasser. Il va falloir apprendre des nouveautés. Il y a des risques de se retrouver bloqué et avancer petit pas par petit pas. Ça va avoir des conséquences financières sur une dérive projet. Ça va avoir des conséquences peut-être sur les fonctionnalités qu'on ne va pas pouvoir développer telles qu'on souhaite. Et on a des cas extrêmes où on se retrouve avec des clients qui n'ont pas pu sortir leurs produits parce qu'en fait, ça n'avait pas été designé au départ correctement. Et en fait, on se retrouve dans des impossibilités techniques ou des choses qui, d'un point de vue budgétaire, seraient complètement délirantes. Donc ça veut dire penser dès le départ de notre solution à la technique. Nous, quand on accompagne nos clients, on fait à la fois la traque fonctionnelle, on discute du besoin et en même temps, on étudie la problématique technique. Et donc, de par notre expérience, finalement, on arrive à éviter dès l'amont du projet de se retrouver dans se lancer dans des chemins qui n'auraient pas de fin. Une autre notion intéressante, c'est ce qu'on appelle le feature creep, c'est l'idée de vouloir toujours ajouter des fonctionnalités. Quand on fait du make, on maîtrise tout, on peut tout faire. Et donc, on se retrouve dans ce cercle vicieux de vouloir ajouter en permanence une nouvelle fonctionnalité, puis une autre, et on ne sort jamais son produit. On a eu un client comme ça qui a eu beaucoup de mal à se lancer, et donc on se retrouve dans des time to market qui s'allongent inutilement. Enfin, qui dit make dit besoin de développement, donc on l'a déjà dit, mais il faut revenir sur ces notions de méthodologie, il ne faut pas négliger. La technique, c'est bien, c'est une chose, il faut la maîtriser, mais par contre, bien piloter un projet, avoir les bons outils, les bonnes méthodes, c'est une clé finalement pour la réussite de ce projet. Alors, côté gestion du risque, Gilles, vous en gérez pas mal du risque industriel. Concrètement, quels vont être les avantages finalement d'acheter une plateforme hardware toute faite? Alors Gilles, on n'a pas de micro. Gilles, on ne t'entend pas. Hop. Oui, vous m'entendez là? C'est parfait. Oui, je suis désolé, j'ai un petit problème technique, je me suis reconnecté à l'instant, ça y est. Ok, donc je vous disais, quand on développe une plateforme hardware étagère, cette plateforme, elle est définie par rapport à une spécification. Et bien sûr, nous, fournisseurs de cette plateforme électronique, on va s'engager sur la conformité à cette spécification. Ce qui veut dire que déjà, tous les écarts, bugs, dysfonctionnements seront bien sûr à la charge du fournisseur.
Mais nous nous engageons aussi sur la durée de vie du produit. Et un produit électronique, la durée de vie d'un produit électronique peut être affectée par des problèmes d'obsolescence. Ce sont des sujets qui sont assez récurrents dans le monde de l'électronique. Donc, quand ce type d'événement se produit, c'est quand même un risque majeur pour la vie d'un produit électronique. On a, nous, les moyens de le traiter, et ça de façon transparente vis-à-vis de nos clients. Donc, le risque de durée de vie d'un produit électronique, quand on fait du buy, il va être déporté chez le fournisseur, chez Actia. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a, je dirais, le MCO, le maintien en condition opérationnelle du produit par rapport à sa compatibilité avec des normes, avec des nouvelles réglementations, mais aussi des évolutions de technologie qui seront prises en charge par le fournisseur et non pas par le client. Voilà, ça permet de garantir aux clients une vie, je dirais, harmonieuse du produit en évoluant en fonction des réglementations, normes, mais aussi évolution technologique. Quand on change des versions de Linux, par exemple, des choses comme ça. Voilà, donc c'est assez sécurisant pour le client de faire le choix du buy. À l'inverse, je dirais que si le client fait le choix de faire du make, le make, ça va se présenter comment pour nous? On va travailler par rapport à un cahier des charges client. C'est donc le client qui va définir le produit. Ce qui veut dire pour lui que le risque majeur est d'oublier des choses dans la définition de son produit. Parce que dans ce cas, s'il s'en rend compte 1 an ou 2 ans après, on passe dans ce qu'on appelle des process de change request chez nous, et ce sera bien sûr à sa charge. Ça sera une modification de son cahier des charges. Donc, il y a un effort important à faire sur la sécurisation de son cahier des charges quand on fait du make. Voilà, il y a un risque réel qui est là pour le make. Donc voilà comment ça se présente chez nous. Alors quelques exemples. Un client par exemple qui utilisait une plateforme télématique étagère Actia a vu apparaître un bug, tout simplement, un problème dans les driver cans de notre produit 1 à 2 ans après la mise sur le marché de ce produit, qui a justifié un rétrofit de ces machines. Dans ce cas-là, Actia prend en charge le rétrofit des machines du client puisqu'on est dans le cadre d'une non-conformité à la spécification du produit Actia. Et voilà, et de la même façon, comme je le disais, la plateforme télématique Actia TGUR, nous la faisons évoluer. On va avoir une nouvelle version l'année prochaine pour intégrer des modems plus performants, mais aussi de la cybersécurité plus performante, des évolutions d'environnement Linux. Et ça se fait de façon transparente ou quasi transparente pour nos clients. Donc, l'intérêt du buy par rapport au transfert de risque est important. Voilà. Okay. Merci beaucoup Gilles. On va partir d'un tout autre sujet. Côté cloud, il y a des risques autour de la disponibilité, des infrastructures, de l'obsolescence, de la gestion de la sécurité. On retrouve finalement des thématiques similaires, mais avec d'autres enjeux. Toi, Erwan, chez Google Cloud, vous êtes habitué à gérer ce risque. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet ? Et je vais encore dire que le risque, c'est encore un des sujets les plus répétitifs parce qu'on a une crainte de faire différemment, on a une crainte d'envoyer des informations parfois sensibles, souvent confidentielles sur des plateformes extérieures. Et en fait, je dirais que c'est une discussion qu'on a pratiquement tout le temps avec nos clients sur où sont mes données, comment je sécurise mes environnements, est-ce que je peux m'en aller ? Ou est-ce que je suis maqué avec Google pendant les 30 prochaines années et en fait, moi, j'ai toujours vu en fait le risque comme l'oublié du cloud en termes d'avantages. J'ai toujours vu le risque de pouvoir en fait transférer ses responsabilités chez un tiers comme un réel avantage du cloud. Pourquoi ? Parce que, alors j'aime bien le dire un peu de façon directe, mais en fait, chez Google Cloud, on ne fait que ça. C'est-à-dire que notre job aujourd'hui, c'est d'investir massivement sur des plateformes de plus en plus sécurisées, sans aller à l'encontre des modèles ouverts du cloud et de l'open source, bien évidemment. C'est d'avoir toujours cette finesse de normes, certification, de respect des lois par rapport à des pays spécifiques ou des régions de pays spécifiques, comme en Europe avec le GDPR. Et donc, en fait, finalement, le risque, il est très faible. Et en fait, aller sur des plateformes comme le cloud notamment, c'est justement, on va limiter son risque. Parce que quand on construit soi-même dans ces environnements ces solutions, finalement, si ça ne fonctionne pas, on a engendré tellement de coûts qu'on est obligé que ça fonctionne. Le cloud, je dirais que le risque, c'est l'avantage de pouvoir se tromper
via, tu l'as dit tout à l'heure, Pierre, sur des MVP, je vois en fait en réel comment ma solution va se comporter dans un cadre réel, concret, auprès de mes opérateurs, notamment dans les usines. Et donc finalement, ce risque, il est hyper pondéré par rapport à cette notion de je peux aller très très vite, mais à faible coût, parce que j'ai un très haut niveau de réversibilité. Si dans 5-10 ans, les solutions que fournissent Google ou n'importe quel autre fournisseur ne vous conviennent plus, en fait, le fait d'être dans des environnements complètement ouverts vous permet d'aller ailleurs sans avoir des énormes plans de migration. Et elle est là, la liberté. Donc, en fait, je dirais que le risque, c'est de réussir en fait avec des solutions cloud, parce que justement, on a complètement cette liberté. Et vous imaginez bien que ces questions de sécurité de la donnée, où elle se trouve, comment je peux limiter l'accès à mes informations à l'ensemble de mon entreprise ou un groupe spécifique dans mon entreprise, toutes ces paramétrage, cette gouvernance en fait des services que l'on propose est bien évidemment un des sujets majeurs quand on onboard nos clients sur nos plateformes. Et on a souvent ce meeting avec les responsables de la sécurité qui viennent justement nous challenger en nous demandant est-ce que vous êtes hébergeur de données de santé, est-ce que vous respectez le GDPR, etc. Et ça se passe souvent très bien. Très bien. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. On va aller tirer très vite vers notre dernière thématique. On est un petit peu en retard. Ouais. Pour aller sur notre conclusion, où on donnera un peu nos derniers conseils finalement. Ouais, on va parler évidemment des coûts, parce que c'est forcément un critère prépondérant quand vous allez choisir votre solution. Il y a différents types de coûts déjà, et je pense que c'est très important d'avoir une vision holistique de tous ces coûts pour bien les prendre en considération. Une erreur typiquement qui est assez commune, c'est comparer le coût d'une solution sur étagère avec le coût de développement d'un produit sur la première année de lancement. Voilà. Des coûts, il y a effectivement les coûts de développement, donc qui sont dans le milieu, on appelle ça les NRE, et on a aussi par opposition les coûts récurrents qui vont être les coûts de tooling, les coûts de production, les coûts d'hébergement, les coûts de maintenance. Tout ce choix en fait et ce calcul, parce que c'est vraiment des équations quelque part, doit s'arbitrer autour du retour sur investissement. Le retour sur investissement se calcule sur différentes périodes temporelles. Il y a le court terme, il y a le long terme. En général, l'approche buy va privilégier le court terme, l'approche make va plutôt privilégier le long terme. Il y a toujours en fait un point de bascule entre les deux approches qui vont essentiellement dépendre du volume. Alors du volume de quoi? Du volume d'unités, du volume de data, du nombre d'utilisateurs, du type d'hébergement si on parle du cloud. Pierre, toi sur le buy, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, qu'est-ce qui va être le plus évident à comprendre? C'est que sur la partie dev, vous allez avoir un coût. Ouais, mais elle est partagée. C'est John qui est triste. Alors, excusez-nous, on va vous remettre la présentation en ligne. Sur la partie coût, hop, je repartage mon écran, excusez-moi. Hop, hop. Et hop, voilà, ça devrait revenir. Sur la partie coût, sur la partie buy, ce qui va être important, c'est de comprendre que, effectivement, si j'ai pas besoin de redévelopper toute la solution, quelque part, le coût de départ va être beaucoup plus faible quand on fait le buy. Par contre, attention à bien prendre en compte le coût du run, parce qu'en fait, vous allez vous retrouver dans des contextes où, par exemple, je sais pas, je prends une plateforme IoT, c'est 1 € par mois, par plateforme. J'ai 100 devices, tout va bien, je suis dans les coûts. Si j'arrive à 100 000 devices, si j'arrive pas à mettre en place des systèmes d'économie d'échelle, je risque de me retrouver à payer 100 000 € par mois pour gérer ma plateforme. Donc, il faut vraiment intégrer finalement tous ces coûts correctement, les coûts d'intégration aussi, correctement dans le calcul à long terme. C'est ce que disait Renaud tout à l'heure, il y a le ROI à court terme et le ROI à long terme. Et donc, le risque dans le buy, sur le long terme, c'est de mal anticiper les coûts quand on a des volumes plus importants. Enfin, sur la partie coût, vous avez un autre risque, c'est la dépendance avec votre fournisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous retrouvez avec un fournisseur qui est point lié et que d'un coup, ce fournisseur décide d'augmenter drastiquement ses prix, vous allez vous retrouver bloqué.
Et donc, là, on en revient sur la problématique de la réversibilité et de la dépendance vers ses fournisseurs. On fait un petit tour du côté du make. Qu'est-ce que tu nous en dis, Toro? C'est que le make, forcément, en face du buy, va nécessiter beaucoup plus d'investissement au début de la phase de développement. On parle souvent de CAPEX, d'ailleurs, avec nos clients. Par contre, à partir d'un moment, il y a effectivement ce point de bascule. Une fois qu'on a passé, je dirais, la période d'amortissement de cet investissement initial, on va typiquement pouvoir dégager beaucoup plus de marge, beaucoup plus de ROI en fait sur les produits et les services vendus qu'avec une approche buy. Et on va pouvoir aussi déclencher l'idée d'économie de scope et d'économie d'échelle, typiquement via l'approche de platforming dont tu parlais tout à l'heure. Une autre chose aussi, quand on fait du make et qu'on a du coup le contrôle sur ce qu'on fait, c'est que on a beaucoup plus de curseurs et de variables d'ajustement sur lesquels on peut exercer du contrôle tout au long du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec les itérations d'une génération de produits, par exemple, à une autre, on va pouvoir être capable d'optimiser les coûts récurrents, d'optimiser, par exemple, des coûts d'hébergement dans le cloud, d'optimiser des coûts dans la bill of material de composants électroniques. On va passer tout de suite sur l'évaluation de ce dernier critère. Effectivement, on a le buy qui est plutôt qui est intéressant sur le court terme et le make qui génère plus de ROI sur le long terme. On va passer à la phase de conclusion avant d'entrer dans la phase de questions et réponses. Alors, tes conseils. Alors, mes conseils au général d'abord. Étudiez bien le cœur de la valeur de votre produit. Ça, c'est clé. Et derrière, allez plutôt tendre vers du make sur ce cœur de produit. Et faire du buy sur ce qui ne l'est pas. Ne cherchez pas à réinventer la roue sur une plateforme télématique, parce qu'en fait, vous avez des fournisseurs qui sont capables de le faire très bien, à des coûts très optimisés. Donc finalement, si on doit résumer, l'idée, elle serait un peu là, identifier la valeur, le cœur de la valeur de votre système, et ensuite positionnez-vous sur différentes briques. On n'est pas obligé de tout faire en make et de tout faire en buy. On peut aussi faire ce panachage. Alors, peut-être quelques points sur le buy en particulier, Renaud? Oui, ça paraît assez évident, mais vous allez auditer en quelque sorte vos fournisseurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous allez pouvoir faire de la démo, dès que vous allez pouvoir faire du POC pour prendre en main l'outil avant de vous lancer complètement dans le projet, faites-le. Essayez de voir quelle est la base d'utilisateurs qui sont déjà clients de cette solution. Ça vous donnera des bonnes tendances. Ayez un plan de backup, c'est-à-dire prévoyez systématiquement un plan pour changer potentiellement de fournisseur ou pour internaliser en fait ce périmètre-là. Il y a toujours des coûts d'intégration. Donc, encore une fois, je le répète, c'est pas parce que vous allez acheter quelque chose qui est sur étagère que vous n'allez pas devoir consacrer du temps avant de lancer le produit sur le marché. Et encore une fois, le buy, ça peut être très séduisant sur du court terme. Ne perdez pas les perspectives sur le plus long terme, parce qu'en fait, c'est là que l'équation financière, typiquement, elle peut basculer. Sur le make, Pierre? Alors, quelques conseils sur la partie make. Il faut, pour faire du make, gérer correctement la méthodologie et la technique. Ça veut dire qu'il faut être en capacité de développer, d'avoir des méthodologies, d'avoir des outils, d'avoir tous les skills nécessaires au développement. Il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des sociétés comme Utekio pour aller chercher les compétences qui vont nous manquer autour de votre solution IoT. L'autre élément clé que beaucoup de nos partenaires ont cité tout à l'heure, c'est utiliser des accélérateurs. D'accord ? Faire du buy, c'est prendre des produits sur étagère dont vous avez un ownership très limité. Utiliser des accélérateurs, c'est prendre des briques qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Que ce soit des frameworks, que ce soit des solutions open source,
n'hésitez pas à prendre ces éléments-là en compte. On a vu l'élément de plateformisation tout à l'heure. Pensez plateforme, du moment où vous avez une gamme de produits, pensez plateforme, ça va être clé pour les optimisations à moyen et long terme. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des éléments qu'on voulait que vous reteniez. On va passer à la phase de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On vous met ici les contacts de tous nos partenaires et nous-mêmes si vous voulez plutôt avoir une petite discussion en tête-à-tête. Et puis, on va aller voir dans l'onglet de questions ce qui a été posé. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme question? Première question pour Emmanuel, de Tom. Alors là, on va être sur de la comparaison de technologie. Alors peut-être sans rentrer dans les détails, mais peut-être dans les grandes lignes. Emmanuel, on voit une question autour des avantages de Qt par rapport à d'autres frameworks comme Micro-J par exemple. Oui. Quelles vont être un peu les clés du coup de Qt? Alors, le premier avantage que je vois avec Qt, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est déjà on a l'intégralité d'un framework. Si je me trompe pas, Micro-J est quand même très présent sur la partie UI. Qt, c'est pas que l'UI, c'est aussi toute la partie back-end, donc la possibilité d'avoir un framework complet. La deuxième partie, c'est aussi un code ouvert, comme je l'ai dit aussi, qui est très important. On n'achète pas une black box. Je ne sais pas à quel point Micro-J a son code source qui est ouvert, etc. Mais vous avez la capacité, voilà, d'avoir accessibilité à ce code source. C'est les deux avantages que je mettrai en avant, et aussi sûrement la communauté. On va dire que Qt aussi bénéficie d'une très très grande communauté de développement, et ça c'est important aussi, je pense, quand on achète ou quand on utilise une plateforme, pouvoir trouver des compétences sur le marché ou pour pouvoir trouver des gens pour l'utiliser. Donc, avoir une grande communauté autour qui peut vous aider ou que vous pouvez trouver, voilà, les compétences, c'est important aussi. Donc, c'est les trois avantages que je retiendrai pour Qt vis-à-vis de cette question. Effectivement, merci beaucoup pour ce retour. Alors, il y avait une question de Jonathan sur le principe de design reuse. Je pense qu'on parle de plateformisation. Alors oui, effectivement, hein, c'est vraiment l'idée de pouvoir réutiliser ce qu'on a fait et de le penser, de l'architecturer, de le développer dans une idée de le réutiliser ou de réutiliser un sous-ensemble. Donc ça, c'est bien des notions fortes. On avait une autre question de Tom sur le pass et l'approche pass. Alors, qu'est-ce que le pass? Peut-être, Erwan, tu peux nous en dire deux mots pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément familières avec ces notions en cloud. Et quelle est du coup la liberté quand on est sur ces solutions pass? Le pass, je vais dire, c'est en fait c'est le trait d'union entre j'achète un SaaS, un software tout prêt, et je le construis de A à Z. Le pass va se situer entre les deux, c'est-à-dire qu'on va pré-mâcher finalement le travail de développement par des outils qui existent déjà. En termes de liberté, en fait, on a un parti pris. Parfois, on est plus sensible à utiliser des outils qui sont sous du Python, parfois d'autres technologies. On veut juste en fait que nos services PaaS soient le plus ouverts possible, parce que si on n'est pas ouvert, le problème c'est qu'on ne peut pas être interopérable. Donc, on veut vraiment être le plus ouvert possible, et on vous permet un très haut niveau de personnalisation. Exemple très rapide, je vais parler de la Smart Factory. On a bundleisé plusieurs services, plusieurs briques dans une seule et même plateforme, ou sous-plateforme si on veut. Et quand on le présente, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps sur un fournisseur de bouteilles en verre, il me disait oui, mais moi aujourd'hui j'ai besoin de plus de métriques, j'ai beaucoup plus de rôles dans l'usine qui doivent vérifier ça, etc. Même si on a un parti pris sur voilà comment on construit finalement la plateforme, la customisation est poussée à l'extrême pour avoir un très haut niveau d'adéquation en fonction de vos métiers, vos quotidiens, vos habitudes, vos activités. Donc, le pass, en fait, c'est un accès à la liberté avec un parti pris qui est technologique de notre côté, qui dit, bon, bah voilà, je préfère faire des notebooks de telle ou telle bibliothèque, je préfère utiliser tel code, etc. Mais au final, c'est nous qui allons le gérer et l'administrer au niveau de la couverture, si on veut. L'intérieur, c'est vous qui allez le faire. Donc, au final, la liberté, elle est totale. Merci, Erwan. Il y a une question très intéressante de Didier là, qui demande si on a des exemples de démarrage en buy et de bascule en make une fois que le POC est réalisé et les conseils qu'on aurait là-dessus. Alors, par rapport à ça, je pense qu'il faut bien voir que il n'y a pas que du buy ou que du make, hein, c'est aussi l'information et le message qu'on souhaiterait que vous le reteniez. Il y a des domaines sur lesquels effectivement le buy a beaucoup plus d'intérêt que le make.
on parlait du hardware, on parlait du logiciel embarqué, du cloud, même au sein de chacun de ces domaines, de ces ensembles, il peut y avoir des choses qu'on achète et des choses qu'on fait faire. Je ne sais pas si à ta connaissance, il y a déjà eu des clients qui ont démarré en bail. Alors, c'est sans doute pas des projets qu'ils ont démarré en bail, c'est surtout des produits, en fait. Hein. Alors, en fait, la question intéressante, tant qu'on parle d'une phase de POC, j'ai envie de dire c'est facile, on a plein d'exemples. On a vu des clients au niveau plateforme IoT, par exemple, qui démarraient avec des plateformes sur étagère, type un Thingsboard, type des plateformes qui vont être extrêmement faciles à déployer dès le départ, et qui, pour des enjeux de scalabilité, pour des enjeux d'optimisation sur certains éléments, vont basculer sur un développement beaucoup plus sur mesure dans le long terme. Et donc, ils vont faire des POC sur des plateformes toutes faites, et ils vont lancer un démarrage de développement sur une solution qui vont faire beaucoup plus maison. Même côté hardware, hein, on fait beaucoup de démarrage de projets avec les cartes d'évaluation du processeur, on fait des assemblages, on va mixer le petit module BLOD nordique avec le petit STM32 qui va bien, et qui n'est pas le hardware final, mais qui peut nous permettre finalement de créer ce qui est nécessaire pour démarrer le développement. Après, une fois qu'on s'est lancé dans une solution, il faut faire attention. Déjà, il faut l'avoir correctement anticipé si on veut préparer une bascule. Parce qu'une bascule, c'est jamais évident. Par exemple, si je prends le cas d'une plateforme IoT côté cloud, aller migrer l'intégralité de ces devices, aller changer les clés de sécurité parce que vous changez de plateforme, ça devient très complexe. Puis même en tant qu'interface utilisateur, si vous avez vos utilisateurs, vos clients qui sont habitués et que là, d'un coup, du jour au lendemain, vous les basculez sur quelque chose qu'ils connaissent plus du tout, ça peut freiner l'adoption. Ouais. Après, c'est pas impossible. C'est-à-dire qu'on a des moyens d'essayer de faire cette migration, et ça rejoint un peu la question du dessus, le mix entre make et buy. Oui, on a des possibilités de se dire, j'anticipe des phases de sortie de mon buy pour partir sur une solution plus sur mesure, en ayant anticipé les sorties de clés. Et ça peut être sur des sous-périmètres. Hein. Typiquement, vous avez une solution qui fonctionne à base d'un hardware que vous achetez sur étagère. Vous atteignez des volumes tels que vous vous dites, OK, là, économiquement, ça fait du sens. On développe notre propre hardware. En fait, vous n'allez pas changer tout le périmètre du produit du jour au lendemain. Vous allez d'abord changer le hardware. Et puis après, vous vous rendez compte que ça peut être intéressant au niveau data qu'on ait un peu plus d'ownership parce que là, on utilise une solution du marché et on sent bien qu'on a atteint un volume de data significatif, ce qui fait qu'on a une fuite de valeur en passant par cette solution. OK, on a migré le hardware, maintenant, petit à petit, on va migrer le cloud, etc. Je pense qu'on peut aussi avoir cette approche step by step. Il est vrai que la solution étagère et le POC validé avec ça, au démarrage du projet, c'est sûr que ça met en confiance sur la proposition de valeur, ça permet de tester des choses, ça permet d'itérer, ça rassure la direction sur les investissements et sur la pertinence de tout ça. L'autre question, on remercie l'équipe Poutécure de poser des questions. Est-ce qu'on peut gérer un mix entre make et buy? Alors, on l'a un peu abordé. Hein. Oui, on peut tout à fait gérer un mix entre make et buy. C'est même assez clé en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir avoir une plateforme hardware sur laquelle vous avez fait du buy, sur laquelle vous embarquez un soft, sur lequel vous faites un pure make parce que c'est une application métier. Donc l'intégration se passera globalement bien. Et puis sur le cloud, vous allez utiliser une approche un peu hybride dans laquelle vous allez utiliser des briques d'accélération. Ces fameuses briques PaaS qu'on évoquait, qui vont vous permettre d'intégrer très facilement un développement d'une IHM sur mesure, par exemple, pour faire la présentation de votre système de maintenance de vos engins, de vos devices. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Patrice nous dit qu'il est plutôt hybride entre make et buy. C'est là que se trouve la vérité, encore une fois, hein, et c'est le message profond qu'on souhaite véhiculer. C'est que tout n'est pas blanc ou noir. Effectivement, c'est intéressant de mapper ces briques, surtout pour identifier. Alors, Patrick, je pense que c'est aussi très en lien avec la proposition de valeur et le cœur de valeur. C'est vrai. C'est toujours un peu ça, hein, et c'est en faisant effectivement ce mapping orienté autour du cœur de valeur que vous allez pouvoir vous dire, OK, effectivement, sur toute cette partie-là, on n'a pas d'intérêt à investir dans du make parce que ça existe sur le marché. Quels sont les risques
pour qu'on utilise ce produit, etc., vous allez faire cette chose-là. Maintenant, bon, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas un outil magique qui permet de faire ça. Ça passe par de l'accompagnement, ça passe par des réflexions de la méthode. Ouais, alors c'est ça. Dans la méthode, je sais pas, Patrice, si vous êtes familier avec toutes les notions d'agilité, mais il y a une manière de découper son projet quand on fait de l'agilité autour des épiques, autour des initiatives, qui sont finalement un découpage un peu macro de votre projet, et derrière, vous allez le raffiner en story, et puis derrière, vous allez pouvoir implémenter vos fonctionnalités. Donc, quand vous allez être en amont de votre projet, vous allez, à travers des méthodes UX, à travers des ateliers de design, vous allez découper. Vous allez commencer à voir ces briques qui vont apparaître. Et donc, ces briques vont devenir des épiques, et vous allez tout à fait pouvoir, puisqu'en fait, sur la partie épique, l'idée, c'est d'avoir une vraie indépendance entre les différentes épiques. Vous allez pouvoir vous positionner là-dessus. Et donc, en fait, vous allez très bien pouvoir intégrer ces notions-là avec tout l'outillage de développement que vous utilisez, que ce soit en termes de documentation, en termes de découpage, en termes de gestion du ticketing, en vous disant, sur cette track et sur cette épique, moi, je suis parti sur un développement qui était complètement buy. De l'autre côté, on est sur quelque chose de très sur mesure. Je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus net. Et donc, avoir ce diagramme un peu macro qui découpe les fonctionnalités et qui pondère avec la valeur la proposition de valeur, donc la valeur forte de votre produit, ça vous permet d'avoir une sorte de diagramme un peu macro, un blueprint, comme on appelle ça, qui représente tous vos éléments et sur lequel vous pouvez positionner les différentes méthodologies de make et de buy. Je crois qu'on en a terminé a priori avec les questions. Alors, on souhaiterait peut-être juste vous partager un dernier slide pour essayer de vous projeter sur comment on pourrait travailler ensemble. Nous, ce qu'on peut vous proposer, et d'ailleurs vous allez l'avoir dans le chat, c'est un lien pour, si vous le souhaitez, et si vous avez été aussi convaincu par je dirais l'expertise et les savoir-faire de Witekio et ses partenaires au cours de ce webinaire. Si vous souhaitez qu'on rentre un peu plus dans une discussion pour commencer à vous aiguiller sur vos réflexions, pour cerner et comprendre en fait les enjeux et le scope de votre projet, n'hésitez pas à aller booker un meeting d'une heure. On sera ravis de vous accueillir et de vous écouter et de commencer à vous dispenser quelques conseils. Si vous êtes séduit à l'idée de travailler avec nous, avec nos partenaires, en général, la première phase qu'on fait, ce sont des workshops. Peut-être Pierre, Oui, effectivement. Comment en fait pouvoir creuser plus en détail ces notions de make, de buy, de fonctionnalité et de technique. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sous l'approche workshop, c'est ce qui est vraiment le plus efficace, c'est-à-dire qu'on va monter ensemble un sujet, un track d'une workshop avec à la fois une discussion fonctionnelle et une discussion technique. Et on va mélanger ces deux discussions pour justement ne pas tomber dans ces fameux pièges de choses qui seraient infaisables, qui auraient peut-être beaucoup de valeur mais qui seraient techniquement improbables. Et donc, on peut imaginer des workshops sous la forme de quelques heures à quelques jours, dans lesquels on travaille conjointement à la définition de votre produit, à la définition de vos fonctions et au choix des briques qui peuvent être intéressantes à utiliser entre du buy et du make. Prenez cette brique hardware, prenons cette solution d'API, prenons cette solution cloud, utilisons ce framework pour développer la solution. Et derrière, ça nous permet effectivement de lancer des développements plutôt dans des modes agiles de manière assez sereine parce qu'on sait où on va et on a déjà, on va dire, une roadmap et des orientations technologiques qui sont fortes. Les workshops, c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur parce que c'est pas très engageant, c'est une approche très consulting. Ça dure pas très longtemps, il y a de la préparation, il y a des sessions en live ou sur site avec vous. Et ça vous permet en fait d'avoir très rapidement aussi des documents d'aide à la décision. Ça peut être des architectures macro, ça peut être une liste de fonctionnalités priorisées avec des matrices sur impact effort, des choses comme ça. Et pareil, là, si vous souhaitez aller plus loin, l'étape d'après, c'est effectivement de structurer, de scoper un projet, de monter une équipe dimensionnée et puis de lancer des co-développements ensemble. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est encore disponible pour les quelques minutes à venir. Sinon, on vous remercie d'être venu à ce webinaire. On espère que vous avez appris des choses, que vous ressortez avec quelques infos supplémentaires par rapport à votre réflexion.
Et puis, comme l'a dit Renaud, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes nos adresses mail qui apparaissent ici. Donc, on sera pleinement disponible pour continuer d'échanger avec vous sur ce sujet et sur d'autres. Voilà. Merci à vous. Très bonne journée. Bonne journée à vous, merci. Merci Gilles, merci Emmanuel, merci Merci Erwan. à tous nos participants et partenaires. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était quoi?